All rise. Will the court officer please... Monsieur le greffier d'audience, veuillez appeler l'affaire, s'il vous plaît. The special session marks Session spéciale pour marquer l'ouverture officielle de l'année judiciaire 2023-2024 est ouverte. internationale marquant l'ouverture officielle de l'année judiciaire 2024 est maintenant ouverte. Thank you. Je vous remercie, chers collègues juges de cette Cour, Excellences, Mesdames et Messieurs les présidents des cours suprêmes et autres hauts magistrats invités des juridictions nationales, internationales et régionales. Excellences, Madame la vice-présidente de l'Assemblée des États parties, Monsieur le procureur, Madame la procureure adjointe, Monsieur le procureur adjoint, Monsieur le greffier, Madame la présidente de l'Association du barreau de la CPI, Excellences, Mesdames et Messieurs, les représentants des États de la société civile, je vous souhaite à tous et à toutes une chaleureuse bienvenue à l'ouverture de l'année judiciaire 2024 à la Cour pénale internationale. Je suis vraiment reconnaissant de voir autant de juridictions nationales et d'autres tribunaux de premier plan représentés aujourd'hui. La compagnie de collègues aussi estimés nous rassure et nous rappelle que la CPI n'est pas seule dans sa mission. En effet, notre cour fait partie d'un réseau mondial de juridictions unies par une cause commune, celle de la justice. C'est la dernière fois que je préside l'ouverture de l'année judiciaire. En effet, le 10 mars, j'achèverai mes 9 années passées à la Cour. Pendant les 6 premières années, je me suis concentré à 100% sur le travail judiciaire. Je n'étais que juge. Une fois élu président, la nature de mon travail a radicalement changé. Naturellement, j'ai continué à exercer mes fonctions de juge à la chambre d'appel, mais en même temps, j'ai assumé une grande variété de fonctions liées à l'administration et à la gestion de la Cour, ainsi qu'aux relations extérieures. Au début de mon mandat, j'ai annoncé que l'une de mes priorités serait de préserver l'indépendance de la Cour. Et cela est resté un thème important pour moi tout au long de ces 3 dernières années. Si je me suis attaché à cette audience solennelle annuelle, c'est précisément parce qu'elle met en exergue le fait que la CPI est une institution judiciaire indépendante et impartiale. C'est ce qui en fait également un type de particulier d'organisation internationale distincte des États. La nécessité de protéger l'indépendance de la Cour est bien réelle. Cela est malheureusement devenu très évident au cours de mon mandat de président, car nous avons été la cible de diverses attaques visant à influencer les actions de la Cour. Je suis devenu président à un moment où l'ancien procureur de la CPI faisait encore l'objet de mesures coercitives inacceptables imposées par les États-Unis. Heureusement, celles-ci ont été levées peu de temps après.
Toutefois, la Cour est devenue, depuis, la cible de nouvelles attaques. Les autorités de la Fédération de Russie ont engagé des poursuites pénales à l'encontre de 6 juges de la CPI ainsi que du procureur en raison de nos actions dans l'exercice de nos fonctions officielles à la Cour. Il s'agit d'une atteinte profondément inacceptable à l'indépendance de la justice internationale. La Cour a également été la cible de cyberattaques très graves menées dans un but d'espionnage. Il y a également eu une tentative d'infiltration d'un espion dans la Cour. Je suis sûr que les attaques contre la CPI se poursuivront. Il y aura toujours de la résistance au mandat de la Cour de la part de quelqu'un, quelque part, mais nous resterons indépendants. Nous ne pouvons tout simplement pas compromettre la primauté du droit. Excellences, Mesdames et Messieurs, 2023 a été une année extrêmement intense pour la CPI, tant en ce qui concerne les procédures judiciaires que les enquêtes et les réparations. Cette charge de travail lourde se poursuivra également en 2024. Nous menons de front beaucoup d'activités dans toutes les sections judiciaires de la Cour, y compris 3 procès en cours. Bien entendu, ce que nous espérons, c'est qu'il y ait plus de suspects en détention. Je m'inquiète du fait qu'il n'y a pas eu de nouvelles arrestations depuis longtemps. Des mandats d'arrêt publics sont en instance contre 15 personnes et éventuellement un certain nombre d'autres mandats sont sous scellés. Nous avons besoin des États. Les États doivent redoubler d'efforts pour exécuter les mandats d'arrêt en suspens. Sinon, nous risquons de faire de la CPI un tigre de papier. Et nous risquons d'avoir des salles d'audience vides à l'avenir. Ce qui serait bien si c'était parce qu'il n'y avait plus d'impunité ou parce que les crimes de droit international n'étaient plus commis. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Les souffrances impensables des civils dans de nombreux conflits, sur de nombreux continents, ne peuvent que tourmenter nos esprits. Excellences, Mesdames et Messieurs, un peu plus tard, nous entendrons les remarques du procureur de la CPI et après lui, celle de la présidente de l'association du barreau de la CPI, qui représente la voix professionnelle des conseils indépendants et de la défense et des victimes. L'impartialité et l'égalité des armes sont les pierres angulaires de l'état de droit. Et c'est à juste titre que nous mettons sur un pied d'égalité l'accusation et la défense lors de cette audience solennelle. Toutefois, avant d'aller plus loin, nous aurons le plaisir d'assister à un spectacle culturel qui a été généreusement organisé pour cette occasion par l'ambassade de la République unie de Tanzanie. D'ailleurs, j'invite le groupe culturel de Mama à prendre la parole. Yeah.
Thank you very Merci infiniment pour cette belle performance. Et maintenant, je donne la parole au procureur de la CPI, M. Karim Khan. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, Mesdames et Messieurs les juges de la CPI, Mesdames et Messieurs les nouveaux juges élus de la CPI, Monsieur et Madame le procureur adjoint qui sont un soutien extrêmement important et qui me donnent moult conseils, Monsieur le Président, Madame la Présidente de l'association du barreau de la CPI qui représente les intérêts des conseils de la défense et des victimes, Mesdames et Messieurs les représentants des États parties, Mesdames et Messieurs les délégués des États parties, Madame la juge Trenfeladova, présidente des chambres spécialistes du Kosovo, c'est un grand honneur pour moi que d'être présent à cette ouverture de l'année judiciaire. Alors, les ouvertures et les inaugurations, ce n'est pas que du théâtre. Tout cela a un objectif. Le but étant de faire le point et de réfléchir à la nouvelle année que nous avons célébrée, que nous avons eu le grand bonheur de pouvoir célébrer et commémorer le 1er janvier. Le moment est venu de faire le point et d'essayer, d'aspirer, de prier, de prier de pouvoir faire mieux. Une nouvelle année, c'est synonyme d'expectative, d'attente et de promesses. Et pourtant, en parallèle, nous nous trouvons confrontés à une réalité particulièrement hideuse, car pour beaucoup trop d'enfants, beaucoup trop de personnes marginalisées dans ce bas monde, la nouvelle année, pour eux, n'a pas été une nouvelle année de promesses. Ce fut une nouvelle année de crainte, une nouvelle année de deuil, une nouvelle année de terreur. Et c'est la raison pour laquelle nous avons une Cour pénale internationale. Parce que ces larmes qui sont versées, ces deuils qui ont lieu, avec l'incertitude qui est la réalité quotidienne de nos frères et de nos sœurs sur cette planète, alors que nous nous exprimons ici, dans cette magnifique institution, drapée de nos toges, c'est cela qui doit nous galvaniser pour faire toujours mieux. Et plus que jamais, maintenant, la loi doit être considérée comme une partie indispensable de la civilisation. Ce n'est pas quelque chose dont on se pare, le droit, mais face à la souffrance des personnes dans le monde, nous le voyons en Palestine, en Cisjordanie, dans la bande de Gaza, en Ukraine, au Darfour, nous voyons ce qui se passe au Soudan, nous voyons le calvaire vécu par les Rohingyas. Et dans le monde, aux quatre coins de la planète, nous voyons de plus en plus un nombre croissant de personnes qui n'auraient absolument aucun espoir, qui n'ont aucun espoir, mais en dépit des cicatrices qui sont les leurs, en dépit de leur deuil, ces personnes croient qu'une structure internationale pourra relever le défi et pourra, d'une certaine façon, mettre la lumière sur ce dont ils ont besoin, à savoir responsabilité, redevabilité et justice. Ces personnes vivent dans la crainte. Il y a également un sentiment de colère profonde, de furie et de frustration que l'on peut sentir parmi toutes les populations victimes dans ce monde. Je viens de rencontrer des victimes du Darfour au Royaume-Uni. Et cela, vous le voyez dans toutes les communautés. La crainte pas à cause de ce qu'ils ont vécu, la crainte de ce que l'avenir leur apportera, et la frustration qui est mêlée à la crainte, parce que dans un monde de sciences, de technologie, un monde si prometteur, un monde d'engagement, pourquoi tant de personnes se sentent sans protection? Pourquoi tant de personnes se sentent invisibles et n'ont pas voix au chapitre? Et je pense que, puisqu'il s'agit de l'ouverture de cette nouvelle année judiciaire, je pense qu'il n'est que juste que de nous concentrer sur nos obligations collectives
pour que toutes les parties prenantes, tous les protagonistes au sein de la Cour soient unis, soient mobilisés pour être au service de la justice. Et nous avons beaucoup de juges d'institutions régionales. Nous avons l'ancien greffier de la CPI. Nous avons de nombreux représentants ici et de nombreuses représentantes. Et cela nous donne une lueur d'espoir, minime certes, mais le fait est que si nous sommes unis, nous pourrons véritablement parvenir à nous écarter de ce climat d'impunité, de crainte, d'angoisse, de tuerie et de massacres inutiles, et nous pourrons nous rapprocher un tant soit peu d'une plus grande justice. Le bureau du procureur a eu une année extrêmement active l'année dernière. Nous espérons, Inch'Allah, que cette année sera tout aussi active. Nous essayons d'améliorer, de nous améliorer, nous essayons d'innover, nous essayons d'apprendre au fil des jours. Nous essayons de voir comment nous pourrons améliorer notre compréhension du droit et comment nous pourrons être mieux au service des victimes et de la justice. Et je dois dire que ce fut une année truffée d'écueils et de défis, comme l'a indiqué le président. Nous avons eu la cyberattaque, cette cyberattaque vécue par la Cour. Je dois dire que la réaction face à cette cyberattaque dirigée par le greffier sous sa houlette, avec le soutien des États parties, avec les différents organes de la Cour qui ont travaillé de concert, et nous avons été déterminés. Et il faut savoir, comme l'a dit le président, que les juges, certains juges de la CPI ont vu des mandats d'arrêt délivrés contre eux. Il faut que nous puissions nous concentrer davantage et il faut que nous soyons absolument résolus et indéterminés pour que les juges puissent s'acquitter de leur mandat collectif, de leur mandat individuel, sans pour autant être menacés par des facteurs extérieurs. Et je pense que, puisque notre marche est une marche qui nous pousse vers l'avant, Monsieur le Président, j'aimerais véritablement vous remercier sincèrement, car une nouvelle année signifie de nouvelles possibilités. Nous allons accueillir de nouveaux juges et très prochainement, nous allons devoir dire au revoir à certains juges qui se sont acquittés de leur mandat de juge pendant 9 ans, tout comme vous, Monsieur le Président. Donc, nous vous remercions pour tout ce que vous avez fait à la présidence de la Cour. Je vous remercie de votre patience. Nous avons eu des entretiens extrêmement honnêtes et francs. Je vous souhaite le meilleur du monde. Bien entendu, vous ne partez pas demain, mais je pense que cette occasion me donne la possibilité de vous remercier pour votre service et de remercier tous les juges de la Cour. Le moment est venu de renouveler notre engagement. Essayons de faire encore mieux, parce qu'il faut savoir qu'il y a tant de personnes dans ce monde qui se tournent vers cette Cour, qui se tournent vers le statut de Rome pour revendiquer leurs droits lorsqu'ils se sentent vulnérables et exposés face à tout ce qui leur arrive à l'heure actuelle. Je vous remercie. Thank you, Mr. Merci, Monsieur le procureur, pour vos paroles aimables à l'égard des juges. J'invite maintenant la présidente de l'association du barreau de la CPI, Madame Marie-Hélène Proux, à prendre la parole. Vous avez la parole. Monsieur le Président de la Cour, Madame la Vice-présidente de l'Assemblée des États parties, honorables juges, Monsieur le Procureur, Monsieur le Greffier, Excellences et chers collègues, j'ai l'honneur de m'adresser à vous encore cette année au nom des conseils externes de la défense et des victimes. Comme vous le savez, la dernière année a été déterminante pour les conseils externes, avec l'adoption de la nouvelle politique d'aide juridictionnelle attendue depuis plusieurs années. Grâce au soutien des États parties et du greffe, les conseils et leurs équipes pourront, nous l'espérons, à l'issue d'une phase de transition, bénéficier de davantage de soutien dans l'accomplissement de leur mandat et de conditions de travail améliorées. C'est un pas crucial pour une plus grande reconnaissance de l'importance du rôle des conseils de la défense et des victimes
qui vient à point nommé. Que ce soit au stade initial des procédures jusqu'à la mise en œuvre des réparations ou de l'arrestation jusqu'à la libération, le travail des conseils externes est garant de l'équité de la procédure et assure le rayonnement de la Cour dans le paysage juridique international. Le projet de justice internationale qui anime cette Cour ne pourrait pas être réalisé sans l'engagement et la passion des conseils et de leurs équipes. Que nous représentions des victimes ou des accusés, nous avons en commun un attachement profond au service de la justice. Your Honors. Mesdames, Messieurs les juges, Excellences, au moment où nous inaugurons cette nouvelle année, nous pouvons échapper à la réalité que les conflits sont bel et bien là et que la vie continue d'être dévastée par des atrocités commises de par le monde. Dans un monde qui devient de plus en plus incertain et dangereux, chaque jour qui passe, la justice doit continuer d'être notre source de lumière. L'état de droit est important. Nous avons besoin d'avocats qui soient courageux, des avocats qui représentent les victimes, qui représentent le client, corps et âme, contre le préjudice et l'opinion publique. Il nous faut des avocats qui n'ont pas peur de faire ce qui s'impose, même quand cela n'est pas populaire, ou que c'est polémique, ou que c'est difficile. Les conseils externes de la CPI ainsi que leurs équipes sont faits de cette étoffe-là. Et l'association du barreau de la CPI est fière de les représenter et de plaider leur cause. Dans l'année qui se profile, j'espère que nous pourrons parvenir à une meilleure compréhension des rôles des uns et des autres devant la Cour, ainsi que des difficultés auxquelles nous nous heurtons ce faisant. Que nous soyons juges, procureurs, fonctionnaires du greffe ou conseil externe, nous avons un but commun, celui de réaliser la justice et assurer un monde meilleur pour les générations futures. J'espère qu'à l'avenir, nous pourrons établir un meilleur dialogue et que nous continuerons à faire fond sur nos valeurs communes, tout en renouvelant notre engagement collectif en faveur des valeurs fondatrices de l'état de droit, du principe du procès équitable et de l'égalité des armes. Évidemment, je ne saurais terminer mon intervention sans vous remercier, Monsieur le Président, pour votre travail, ainsi que tous les autres juges dont le mandat se termine. Sans vous, la justice ne peut pas être une réalité. Et merci infiniment pour tout ce que vous avez fait avec nous pendant ces dernières années. Merci infiniment. Thank you very much, Madame Prou. Merci beaucoup, Madame Prou. Je donne à présent la parole à Monsieur Osvaldo Zavala-Hiller, greffier de la CPI. S'il est vrai que le greffier n'apparaît pas généralement dans la salle d'audience, ne comparaît pas devant les juges, le personnel du greffe, en tant qu'organe neutre de la CPI, remplit néanmoins une multitude de fonctions qui sont absolument essentielles au déroulement des procédures. Et à ce titre, il est tout à fait approprié que nous entendions quelques réflexions de la part de notre greffier à cette occasion. Monsieur le greffier, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président de la Cour, Madame la Vice-présidente de l'Assemblée des États parties, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Procureur, Madame, Monsieur les procureurs adjoints, Madame la Présidente de l'Association du barreau de la CPI, Honorables juges de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, Excellences, Mesdames et Messieurs, collègues, chers collègues de la Cour. C'est un immense honneur pour moi de m'adresser à vous à l'occasion de l'ouverture de l'année judiciaire de 2024.
L'ouverture d'une nouvelle année judiciaire est toujours une occasion précieuse de réfléchir sur l'année qui s'est écoulée et surtout de se pencher sur les défis et les possibilités qui se profilent devant nous. Toutefois, cela n'est pas possible sans rendre hommage, comme il se doit, à ceux qui ont été au service de cette institution et de sa cause. Monsieur le Président Hoffmanski, votre mandat à la Cour se terminera bientôt et permettez-moi de vous remercier du fond du cœur pour votre leadership, votre détermination et votre engagement, ainsi que pour votre amitié et votre soutien. Quand vous allez nous manquer. Et je voudrais également rendre hommage aux 4 autres juges dont le mandat se terminera très prochainement. Le juge Perrin de Brichambault, le juge Mindoa, le juge Schmidt, le juge Kovacs, le juge Chong. Votre service et votre dévouement envers cette Cour continuera de trouver des échos ici à la Cour et grâce à la jurisprudence de la CPI. Nous sommes reconnaissants et nous vous sommes redevables. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'année 2023 a été marquée par un niveau d'activité très important, le plus important de l'histoire de la Cour. Nous avons mené de front des procès simultanés tout au long de l'année. Nous avons tenu 123 audiences et plus de 16 500 victimes ont participé aux procédures en cours. En outre, nous avons fourni des services à environ 70 témoins. Nous avons facilité leur déposition en personne et par visioconférence. De concert avec le Fonds au profit des victimes, la Cour travaille activement au chapitre du travail de réparation dans les affaires les plus importantes, notamment l'affaire Almadi, l'affaire Ntaganda, l'affaire Ongwen, l'affaire Lubanga et enfin l'affaire Katanga, pour laquelle la cérémonie de clôture est prévue en février. En regardant ce qui nous attend cette année, en réfléchissant à ce qui se profile devant nous, nous nous rendons compte qu'il y aura un changement de paradigme. Nous vivons une période où il y a de plus en plus d'exigences en matière de justice, et ce qui met à l'épreuve nos capacités et la communauté internationale. Le paysage opérationnel de la Cour également connaît une expansion très importante. Nous faisons face à des défis en matière de sécurité sans précédent qui menacent la quintessence même de notre institution. Je pense notamment au fait que des mandats d'arrêt ont été délivrés à l'encontre du procureur ainsi que de 6 juges de la Cour, y compris le président de la Cour, et ce pour la première fois de l'histoire. De plus, la Cour a été la cible d'une cyberattaque sans précédent il y a à peine quelques mois, dont les conséquences sont toujours avec nous aujourd'hui et continueront d'exister à l'avenir. La sécurité est une condition préalable cruciale pour la réussite de nos opérations. Elle est également le fondement même de l'indépendance judiciaire et des poursuites, puisqu'elle est au cœur même de la légitimité de la Cour. L'absence de sécurité ou la perception d'un manque de sécurité ont un impact direct sur la légitimité perçue de notre institution. Elle est menacée actuellement par des mesures coercitives imposées à l'encontre de la Cour et de ses fonctionnaires. Ce nouvel environnement nous pousse, la Cour, à changer et à réfléchir, à réévaluer les risques existants et à examiner les nouveaux risques qui se présentent devant nous. Certains besoins opérationnels sont devenus immédiats et des actions doivent être prises immédiatement. Pour 2024, il est donc essentiel de renforcer et d'accroître les fonctions relatives à la coopération judiciaire pour donner plus de poids aux décisions et aux ordonnances délivrées par les juges, notamment la question des arrestations. Plus que jamais, les arrestations jouent un rôle très important et vital dans le cycle de vie de la Cour, car sans ces procédés à des arrestations, la Cour ne pourra pas exécuter son mandat. Dans le même temps, nous devons renforcer le cadre sécuritaire de la Cour afin de préserver la confidentialité des informations, notamment l'identité des victimes et des témoins, et pour protéger nos fonctionnaires, notre personnel,
qu'il s'agisse des conseils ou des fonctionnaires des bureaux de terrain, pour assurer l'intégrité de notre mandat judiciaire indépendant. Il est par conséquent il nous incombe collectivement de renforcer la Cour, mais aussi le système du statut de Rome dans son ensemble, en visant plus de progrès pour répondre aux attentes en matière de justice. Ce n'est que grâce à des efforts collaboratifs de la sorte que nous pourrons réaliser des progrès pour positionner la Cour et faire en sorte qu'elle puisse s'acquitter de son mandat de façon responsable, efficace et crédible. Au début de cette nouvelle année, je renouvelle mon engagement en qualité de greffier à continuer à travailler avec vous tous dans la quête de ces objectifs. J'aimerais saisir cette occasion pour remercier les États parties. Je veux également remercier notre personnel, les fonctionnaires de la Cour, les conseils, leurs équipes. Je veux également remercier les organisations de la société civile, nos partenaires et toutes les parties prenantes pour leur confiance, leur soutien et leur dévouement. C'est ce qui nous a permis et nous permet de continuer à nous acquitter du mandat de notre organisation. Merci, Monsieur le Président. I thank the registrar. Je remercie le greffier pour ses remarques. Je vais maintenant inviter le groupe culturel de Mama à se produire pour une deuxième fois. Please. I would like to thank Je tiens à remercier ces femmes d'avoir enrichi la cérémonie d'aujourd'hui. Et je remercie une fois de plus l'ambassade de Tanzanie de nous avoir offert cette belle performance aujourd'hui. Et j'ai maintenant le grand plaisir de vous présenter l'invitée d'honneur et la conférencière d'honneur d'aujourd'hui, Madame la juge Stella Isibakomen Anoukam, juge à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples.
Je suis heureuse de voir que vous êtes parmi nous, Madame. La juge Anoukam est de nationalité nigériane et possède plus de 32 ans d'expérience juridique professionnelle, et ce, dans une grande variété de fonctions. Elle a été élue juge à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples en juillet 2018 pour un mandat de 6 ans. Madame la juge Anoukam est récipiendaire ou a été récompensée par de nombreux prix et de nombreuses distinctions exceptionnelles, notamment femme intègre dans la fonction publique, conseiller juridique exceptionnel au sein de la Fédération et le prix Corporate Amazon Women of Excellence. Elle est directrice des programmes spéciaux à l'Institut nigérian d'études juridiques avancées et ancienne directrice du département de droit international et comparé du ministère fédéral de la justice du Nigeria. Je crois m'exprimer en notre nom à tous lorsque je dis que nous attendons avec beaucoup d'impatience d'entendre votre discours. Madame la juge Anoukam, vous avez la parole. Hello. It's on? Okay. Thank you for that introduction. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président de la Cour pénale internationale. J'aimerais dans un premier temps vous présenter mes excuses car je suis arrivée très en retard. Je dois dire que j'ai eu des problèmes de vol à partir de l'Afrique, donc depuis l'Afrique vers cette région du monde. Et je vais donc de suite vous présenter mon discours. Monsieur Piotr Hofmanski, président de la Cour pénale internationale, mesdames et messieurs les juges de la Cour pénale internationale, monsieur le procureur de la Cour pénale internationale, monsieur le greffier de la Cour, madame la présidente de l'Ordre des avocats de la CPI, mesdames et messieurs les présidents et les hauts magistrats des tribunaux internationaux, régionaux et nationaux présents, membres du corps diplomatique accrédité aux Pays-Bas, c'est avec beaucoup de reconnaissance et d'honneur que je m'adresse à vous, à cette auguste audience, au nom de la juge présidente de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, Madame honorable la juge Imani Daoud Aboud, qui malheureusement, et ce pour des raisons indépendantes de sa volonté, n'est pas en mesure d'assister à cette importante conférence. En dépit de cela, je vous prie d'accepter les salutations les plus chaleureuses de Madame la juge Imani Aboud et des 11 juges de la Cour africaine, de la part du greffe et du greffier de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui siège à Arusha, en Tanzanie, en Afrique de l'Est. Je dois vous dire que lorsque nous avons reçu votre invitation, nous avons été extrêmement enthousiastes et nous nous sommes dit que nous avions beaucoup de thèmes. Mais après avoir bien réfléchi, nous avons choisi un thème qui est le rôle des institutions judiciaires dans la recherche d'une paix, d'une sécurité et d'un développement durable. Vous conviendrez avec moi que notre monde a véritablement besoin de paix et de sécurité à l'heure actuelle. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les participants, il y a un peu plus d'un mois, précisément le 10 décembre 2023, le monde entier s'est mobilisé pour commémorer le 75e anniversaire de l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui fut adoptée en 1948. L'année 2023 a également marqué le 25e anniversaire de l'adoption du statut de Rome de la Cour pénale internationale,
ainsi que les 60 ans de l'adoption de la charte de l'Organisation de l'Unité africaine et les 10 ans de l'adoption de l'agenda 2063 de l'Afrique. Une caractéristique commune à ces instruments est la reconnaissance de l'importance de la paix, de la sécurité et du développement, qui non seulement doivent se renforcer mutuellement, mais qui sont interdépendants et une condition indispensable pour assurer une vie digne. Née des cendres de la Seconde Guerre mondiale, la Déclaration universelle des droits de l'homme nous rappelle que le mépris et la méconnaissance des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité et qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint en suprême recours à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. L'article 28 de la Déclaration universelle des droits de l'homme consacre ou donne droit à toute personne à un ordre social et international tel que les libertés énoncées dans la déclaration puissent y trouver plein effet. Inspirée par la déclaration et d'autres instruments des Nations unies, la quête de l'indépendance et de l'autodétermination en Afrique et dans le monde entier a pris de l'ampleur. Le préambule de la charte de l'Organisation de l'Union africaine note que les dirigeants africains étaient persuadés que la charte des Nations unies et la Déclaration universelle des droits de l'homme offrent une base solide pour une coopération pacifique et fructueuse entre les États et qu'ils étaient également conscients du fait que la liberté, l'égalité, la justice et la dignité sont des objectifs essentiels à la réalisation des aspirations légitimes des peuples africains. Les dirigeants ont qui plus est été convaincus que, afin de mettre cette ferme détermination au service du progrès humain, il importe de créer des conditions pour que la paix et la sécurité puissent être maintenues. De son côté, l'agenda 2063 récapitule la conviction des peuples africains exprimée dans la charte de l'Organisation de l'Union africaine. Les 7 aspirations de l'agenda 2063 sont finement tissées par un fil qui reconnaît la relation intrinsèque entre les droits de l'homme, la paix, la sécurité et le développement. Et j'aimerais dire que sans démocratie et sans paix, le développement n'est pas possible. Et sans développement, la paix n'est pas durable. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les participants, la relation intrinsèque entre la paix, la sécurité et le développement est donc incontestée. Elle est reconnue et même promue universellement, y compris par le truchement de déclarations et d'autres formes d'annonces. L'objectif 16 des objectifs de développement durable des Nations unies vise à promouvoir des sociétés pacifiques et inclusives pour le développement durable, assurer l'accès à la justice pour toutes et tous et mettre en place des institutions efficaces, responsables et inclusives à tous les niveaux. Pour y parvenir, chaque partie prenante doit être encouragée à apporter sa contribution. La réalisation d'une paix, d'une sécurité et d'un développement durable est une responsabilité collective. Le pouvoir judiciaire a une responsabilité d'autant plus grande que les institutions judiciaires peuvent jouer un rôle et jouent un rôle clé en tant que garant de la Constitution et des engagements internationaux pris par les États. Les institutions judiciaires sont également un partenaire essentiel dans la promotion et le maintien de l'état de droit et dans la garantie, par leurs jugements et leurs déclarations, d'un juste équilibre entre la paix, la sécurité et le développement. L'histoire nous enseigne qu'un pouvoir judiciaire indépendant est indispensable au développement socio-économique et politique de toute communauté. Les juges sont appelés à rendre la justice, et ce, au sujet d'un large éventail de questions touchant entre autres à la sécurité, à la paix et au développement, et à la manière dont leurs jugements sont perçus peut déterminer la stabilité socio-économique, voire politique, de tout pays donné.
Il est donc important que les institutions judiciaires, à tous les niveaux, insufflent un sentiment de confiance à la population afin que la population puisse accepter leur jugement. Car là où la population fait confiance au pouvoir judiciaire en tant qu'arbitre neutre, il y aura très probablement une cohésion sociale. Les citoyens seront plus susceptibles d'utiliser les tribunaux pour exprimer leurs griefs et pour faire valoir leurs droits. Ils sont plus susceptibles d'utiliser les tribunaux pour contester les excès du gouvernement et d'éventuels abus de pouvoir. Le gouvernement, quant à lui, sera plus enclin à gouverner sur la base de la primauté du droit, du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et toujours dans l'intérêt du peuple. Un pouvoir judiciaire indépendant sert en conséquence de frein aux éventuels excès de l'exécutif et des autres décideurs afin de s'assurer qu'ils gouvernent sur la base de l'état de droit et du respect des droits de l'homme. En octobre 2023, les Nations Unies et l'Union africaine ont organisé conjointement une réunion de haut niveau à Addis Abeba, en Éthiopie, sur le thème, et je cite, « Le lien entre le droit au développement, les droits de l'homme et la paix ». La réunion a réaffirmé qu'il ne peut y avoir de développement sans droits de l'homme, qu'il ne peut y avoir de paix sans développement et qu'il ne peut y avoir de paix sans droits de l'homme. Point n'est besoin d'aller bien loin, car tous les points chauds aujourd'hui dans le monde sont le résultat d'une violation réelle ou perçue de l'état de droit ou d'une violation perçue des droits de l'homme et ou des peuples. Les institutions judiciaires ont et doivent être en mesure d'établir par leurs déclarations et leurs décisions un système propice à l'épanouissement de la paix, de la sécurité, de l'état de droit, du respect des droits de l'homme et du développement. Monsieur le Président, chers participants, si les cours régionales des droits de l'homme telles que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples n'ont peut-être pas un rôle direct à jouer pour persuader le monde de l'importance de la paix, de la sécurité et d'un développement durable, leur rôle dans la protection des droits de l'homme peut contribuer indirectement à la stabilité et au développement globaux du monde. Et il en va de même pour la Cour pénale internationale. Donc, permettez-moi, s'il vous plaît, de me référer à certaines des décisions de la Cour africaine et de la CPI à cet égard. La jurisprudence de la Cour africaine traite d'un large éventail de questions visant à faire face aux défis socio-économiques et politiques auxquels le continent africain est confronté. Jusqu'à présent, la Cour a rendu des ordonnances de mesures conservatoires et des arrêts visant à assurer la stabilité et la paix susceptibles de garantir un environnement propice au développement. J'aimerais faire référence, par exemple, à notre arrêt de l'année 2014 dans l'affaire Action pour la protection des droits de l'homme, APDH, contre la République de Côte d'Ivoire. La Cour a estimé, en l'espèce, que la composition de l'organe électoral n'était pas constituée de manière à garantir la confiance ainsi que des élections libres et équitables, et a ordonné à l'État défendeur de modifier sa législation électorale et de reconstituer le collège ou l'organe électoral en conséquence. La décision de la Cour a été respectée et l'État défendeur a modifié sa législation électorale et a reconstitué l'organe électoral, ce qui a désamorcé une atmosphère politique extrêmement tendue avant les élections présidentielles. Par conséquent, grâce à l'arrêt de la Cour, la menace potentielle pour la sécurité et la paix dans le pays a été évitée, ouvrant ainsi la voie à la tenue pacifique d'élections. Un environnement stable et paisible est la recette du développement, et je suis sûre que vous en conviendrez avec moi. Des décisions similaires ont été rendues à l'égard du Bénin. Ainsi, dans la requête XYZ contre la République du Bénin, la Cour a jugé que l'État défendeur a violé le droit des citoyens de participer librement au gouvernement de leur pays, tel que prévu à l'article 13.1 de la Charte, puisque la composition de cet organe électoral, le COS
LEPI, n'offre pas de garantie d'indépendance et d'impartialité, comme l'exige l'article 17.1 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, et l'article 3 du protocole sur la démocratie de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. En mars 2011, au plus fort de la guerre civile en Libye, la Cour a été saisie d'une requête de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples contre la grande Jamaïria arabe libyenne populaire socialiste, aujourd'hui l'État libyen. Le requérant allègue que le gouvernement libyen a violé gravement et massivement les droits de l'homme. Compte tenu de la nature des allégations et des circonstances qui prévalaient dans le pays à l'époque, la Cour a estimé qu'il y avait lieu d'examiner les allégations et, usant des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 27.2 du protocole de la Cour, elle a décidé d'office, proprio motu, d'adopter des mesures conservatoires afin d'éviter que des dommages irréparables ne soient causés aux victimes potentielles. C'était important parce que les violations présumées étaient motivées par les conflits en cours dans ce pays, lesquels conflits avaient abouti à des meurtres aveugles, à des emprisonnements et à des actes de torture, etc. Dans son ordonnance, la Cour a brossé un tableau de la situation dans laquelle il existait un risque imminent de perte de vie humaine et compte tenu du conflit en cours en Libye, qui a rendu difficile la signification de la requête en temps utile à l'intimé et l'organisation d'une audience publique en conséquence. Par conséquent, la Cour a décidé de rendre une ordonnance de mesures conservatoires sans plaidoirie écrite ni audience orale. Monsieur le Président, chers participants, reconnaissant l'importance d'une institution judiciaire indépendante, l'Organisation des Nations Unies a créé la Cour internationale de justice. Cour qui est chargée de régler, conformément au droit international, les différends juridiques qui lui sont soumis par les États et de donner des avis consultatifs sur des questions juridiques qui lui sont déférés par les organes et institutions spécialisées des Nations Unies autorisées. Il s'agit d'une reconnaissance supplémentaire de l'importance des institutions judiciaires dans le maintien de la paix et de la sécurité et de la Cour en tant qu'outil de l'État de droit. En outre, l'Organisation des Nations Unies a appuyé la création de tribunaux dans les situations nationales d'après-conflit pour juger les crimes particulièrement odieux pour la communauté internationale. Par exemple, le crime de génocide qui a fait l'objet d'une enquête par le tribunal pénal international pour le Rwanda. En outre, on ne saurait trop insister sur le rôle de la Cour pénale internationale où nous nous trouvons tous aujourd'hui. En effet, cette Cour est un tribunal, une juridiction internationale permanente créée pour enquêter, poursuivre et juger les personnes accusées d'avoir commis les crimes les plus graves qui préoccupent la communauté internationale dans son ensemble. La CPI poursuit les auteurs de crimes odieux, tels que les crimes de guerre, le génocide, les crimes contre l'humanité et le crime d'agression. Elle offre donc des recours aux victimes. En obligeant les auteurs à rendre des comptes, la Cour garantit que justice soit rendue et empêche que d'autres crimes ne se produisent, contribuant ainsi à une paix et une sécurité et un développement durable. La Cour pénale internationale contribue également à la création et au renforcement de normes mondiales contre l'impunité pour les crimes les plus graves. Cela facilite à son tour l'élaboration d'une compréhension commune des comportements acceptables au sein de la communauté internationale, contribuant ainsi à un monde plus stable et plus sûr. C'est ce que l'on peut voir par exemple dans l'affaire du procureur contre Thomas Lobanga Dilo, qui a été reconnu coupable par la CPI, par votre auguste cour, le 14 mars 2012, reconnu coupable de crimes de guerre consistant à enrôler des enfants de moins de 15 ans et à les utiliser pour participer activement aux hostilités. C'est ce qu'on appelle les enfants soldats. Il a été condamné le 10 juillet 2012 à un total de 14 ans d'emprisonnement. Le 15 mars 2020, Thomas Lobanga Dilo a été libéré après avoir purgé 14 ans d'emprisonnement. La procédure de réparation pour les victimes a débuté le 7 août 2012. Cette condamnation sert de leçon de responsabilité envers les autres, ou pour les autres.
Elle montre que malgré votre position en tant que personnalité publique et votre qualité d'autorité publique, vous pouvez néanmoins être tenu responsable de crimes graves que vous commettez. Tout aussi instructif est le cas aussi du procureur contre Bosco Ntaganda. Monsieur Ntaganda, ancien chef d'état-major adjoint et commandant des opérations des forces patriotiques pour la libération du Congo, donc les FPLC, a été arrêté et accusé de 13 chefs de crimes de guerre et de 5 chefs de crimes contre l'humanité commis entre 2002 et 2003 dans le district de l'Ituri en République démocratique du Congo. Le 7 novembre 2019, Bosco Ntaganda a été condamné à 30 ans d'emprisonnement. La Chambre d'appel de la CPI a confirmé la déclaration de culpabilité ainsi que la peine le 30 mars 2021. Le 14 décembre 2022, M. Ntaganda a été transféré au Royaume de Belgique pour purger sa peine d'emprisonnement à la prison de Leuze en Hainaut. Ces jugements louables et historiques de la CPI, mesdames et messieurs, devraient servir et serviront effectivement de moyen de dissuasion à ceux qui sont ivres de pouvoir lorsqu'ils sont au pouvoir et contribuent invariablement à une paix, une sécurité et un développement durable. Pour conclure, mesdames et messieurs les juges, Excellences et mesdames et messieurs, je tiens à réitérer que l'absence de paix et de sécurité, ou qu'en l'absence de paix et de sécurité, nous ne pouvons pas nous développer. Et sans développement, le monde ne peut avoir de paix durable, car les conflits surgissent en partie en raison de l'échec du développement. La paix et le développement sont les deux faces d'une même médaille. La paix, la stabilité et la prévention des conflits violents sont intrinsèquement liés au développement durable. Aujourd'hui, le succès ne dépend pas seulement de la prévention des conflits au sens traditionnel du terme, mais aussi de la recherche de moyens de lutter contre la pauvreté, les inégalités et d'approfondir l'inclusion. Le pouvoir judiciaire est au centre de ce processus. Le renforcement des institutions judiciaires joue donc un rôle clé dans le rétablissement et la consolidation de la paix en facilitant le maintien de l'ordre public et en favorisant le règlement pacifique des différends. Un système de justice stable et responsable, qu'il soit traditionnel ou alternatif, peut inspirer confiance aux parties prenantes grâce à son intégrité, à son équité et à son accessibilité, jetant ainsi des bases solides pour la croissance d'une paix, l'établissement de la paix, de la sécurité et le développement durable. Je vous remercie infiniment de votre aimable attention. Obrigado, asante sana. Merci beaucoup. Obrigado, asante sana. Merci infiniment. Justice Anukam, thank you very much for your... Merci beaucoup, Madame la juge. Je vous remercie, j'apprécie particulièrement l'éloquence, la façon éloquente dont vous avez établi les liens entre la paix, la sécurité, le développement et l'état de droit. En effet, ces valeurs et ces objectifs essentiels de l'humanité sont étroitement liés. Et je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, ainsi que la CPI, apportent des contributions importantes à la réalisation de ces objectifs par leur travail judiciaire. Alors, à nouveau, merci beaucoup. Et je vous prie de transmettre nos salutations les plus chaleureuses à la présidente de votre cour ainsi qu'à vos collègues. Excellences, mesdames et messieurs, nous arrivons ainsi à la fin de cette audience solennelle. Dans un instant, nous aurons l'occasion d'avoir des discussions plus informelles dans le hall de la cour avec du café, du thé. Mais après cela, les juges de la CPI et les juges invités des juridictions nationales, régionales et internationales poursuivront leur discussion dans le cadre du séminaire judiciaire de la CPI, organisé cette année
autour du thème « Assurer une justice significative pour les victimes, modèles et expériences ». Lors de cet événement, nous comparerons les pratiques relatives aux différentes formes de réparation ainsi que la position des victimes dans le cadre des procédures pénales. Grâce à ce séminaire, nous espérons faciliter la circulation, la diffusion d'idées, de bonnes pratiques entre les juridictions et nous espérons, ce faisant, promouvoir une approche en matière de justice qui soit beaucoup plus sensible aux victimes des crimes les plus graves. Le séminaire judiciaire est en fait un événement à huis clos, mais un rapport public sera publié en temps voulu. Encore une fois, merci à tous et à toutes de vous être joints à nous à cet événement symbolique et d'avoir exprimé ainsi votre engagement en faveur d'une justice pénale internationale indépendante et impartiale. Je déclare ouverte l'année judiciaire 2024 de la Cour pénale internationale. L'audience est terminée.